Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi 9 novembre 2020. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce sera les États-Unis ce soir où Joe Biden promet des relations nouvelles avec l'Afrique. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La politique étrangère de la future administration de Joe Biden n'a pas encore été définie. Joe Biden est resté plutôt prudent sur sa politique, la politique extérieure que son administration entend mettre en œuvre une fois qu'il aura les commandes du pays. Mais son équipe affiche quand même des signaux positifs pour un rapprochement avec le continent africain. L'équipe de Joe Biden entend afficher un respect mutuel envers l'Afrique et montrer son engagement sur les questions de démocratie, de sécurité et d'économie. Il veut donc ainsi se démarquer de Donald Trump dont on a reproché des propos peu courtois envers l'Afrique. Mamadou Diouf, est-ce que durant sa campagne, Joe Biden a montré un quelconque intérêt pour l'Afrique? De façon générale, dans les campagnes électorales aux États-Unis, l'Afrique n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas l'Afrique, c'est de façon générale les relations extérieures parce que les Américains tiennent à leur Amérique. On peut tout leur reprocher, sauf ça. Même quand vous regardez les débats qui ont eu lieu, même la relation avec la Chine sur le plan économique qui était particulièrement tendue dans les débats, c'est quelques minutes qu'on leur a accordé. Le vrai débat portait sur la réalité des États-Unis. Si la Chine peut être occultée malgré tout ce qu'il y avait comme tension, ne parlons pas de l'Afrique. Mais il faut reconnaître que Biden, quand même, dans son programme, a parlé de cette diaspora africaine au niveau des États-Unis, qui est une diaspora importante et tous n'ont pas la nationalité américaine. Il promet quand même de faire un geste dans ce sens. Comme vous l'avez dit, son équipe de campagne, parce que là, ils en avaient besoin, c'était un peu prendre le contre-pied de Trump qui disait que c'est un pays de merde. Eux, ils vont aller vers le respect mutuel. Mais concrètement, il n'y a rien aujourd'hui sur le plateau concernant le continent africain. Généralement, envers les présidents américains, comme vous l'expliquez, on voit qu'il n'y a pas très peu d'intérêt. Est-ce que ce n'est pas plus l'Afrique qui en attend toujours? Mais c'est ce qui est grave même. C'est que pourquoi on est là à dire, mais est-ce que le président américain... Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est est-ce qu'il va venir développer l'Afrique? Quand on pose la question, c'est grave. Est-ce que c'est lui qui va venir? Il nous donne l'exemple. Regardez les présidents américains, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient républicains, c'est les États-Unis d'abord. Tout le reste, c'est après. Mais si nous, Africains, on avait fait l'Afrique d'abord, on ne serait pas là où nous sommes. Et on ne doit pas être là à attendre qu'un président américain, quel qu'il soit, vienne faire à notre place le travail que nous devons faire sur le continent africain. Moi, parfois, quand on pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que les gens veulent? Et il faut tirer la leçon Obama. Qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit? Il vient du Kenya, c'est un Africain, on a tout dit. Ça a changé quoi? Objectivement, pas grand-chose, parce que les enjeux des États-Unis, ce ne sont pas les enjeux de l'Afrique. Et le président américain ne va pas laisser les enjeux des États-Unis pour aller s'occuper des enjeux de l'Afrique. Je crois que c'est aux Africains, aujourd'hui, de se présenter. Eux, ils parlent de respect mutuel. Mais si nous voulons que les Américains nous respectent, il y a une posture dans laquelle nous devons nous trouver. Il y a un certain nombre de responsabilités que nous devons assumer à travers nos chefs d'État. En ce moment, ils vont nous respecter. Mais si nos chefs d'État font la cour à chaque fois pour aller à Washington, obtenir une audience avec le président américain, comme si c'est ça qui constituait à la limite la victoire dans leur mandat, mais il est clair que dans la relation, on sera toujours derrière et ça ne sera pas ce respect mutuel dont ils parlent. Alors, quelle que soit la situation, et même s'ils ne l'ont pas montré durant leur débat, on ne peut pas non plus dire que l'Afrique, qui est un gros potentiel économique, n'intéresse pas du tout l'occupant de la Maison-Blanche. Mais l'Afrique les intéresse, mais les États-Unis, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que l'État américain n'a pas le temps de venir s'occuper de l'Afrique. Ce qu'ils font en général, ils font en sorte que les sociétés américaines puissent venir investir en Afrique. Et quand je dis investir en Afrique, quand la société vient, elle regarde le terrain, elle s'assure qu'elle vient gagner quelque chose. Elle n'est pas venue pour faire le travail à la place des Africains. Elle vient parce qu'effectivement, il y a un potentiel qui est là, qui peut être exploité, qui lui apporte quelque chose en tant que société et qui apporte quelque chose indirectement aux États-Unis.
Donc, quand on dit l'Afrique, ces gens ne sont pas venus pour l'Afrique, ils sont venus pour eux-mêmes. Sur ce plan, effectivement, au niveau des États-Unis, vous avez un organisme qui s'appelle Build comme construire, qui travaille à accompagner les sociétés américaines qui viennent pour investir en Afrique. Vous avez DFC également qui fait la même chose. Vous avez une autre structure qui fait pas exactement la même chose, qui s'appelle Prosper Africa, où on va investir dans les pays à revenus modérés, à moyens, etc. Mais globalement, les Américains, et plusieurs présidents américains l'ont dit, eux, ils sont pour la relation commerciale entre les pays. Pas venir apporter une aide à l'Afrique. Ça se fait avec des organismes américains qui travaillent dans ce sens, mais l'État américain, de façon générale, ne s'inscrit pas véritablement dans ce sens-là. D'ailleurs, Trump a failli même couper une partie de ses aides. Heureusement que la Chambre des représentants a refusé. Sinon, on aurait été privé de certaines j'allais dire, de la philanthropie américaine sur un certain nombre de domaines. Donc, clairement, sous l'administration Trump, on n'a pas eu zéro intérêt pour l'Afrique. Non, c'est que l'administration ne s'est pas intéressée à l'Afrique. Mais il y a des mécanismes que Trump a trouvés sur place. Et comme on le répète tout le temps, aux États-Unis, les institutions sont des institutions fortes. Trump a essayé de puiser de l'argent là-bas, en voulant réduire une partie des sommes qui étaient données pour telle ou pour telle autre chose, mais la Chambre des représentants en particulier n'a pas accepté, et cela a sauvé un certain nombre de fonds. Il y a le fonds YALI, par exemple, pour la promotion des jeunes Africains, qui avait été initié par Obama, qui est toujours là. Donc, il y a plein de choses qui sont là, mais c'est des mécanismes parallèles qui sont là, qui permettent de montrer que les États-Unis sont en contact avec l'Afrique. Mais vous avez des mécanismes qui sont plutôt autonomes par rapport à qui est le président de la République ou pas. Trump n'en a pas créé, il n'en a pas ajouté. Au contraire, il a voulu réduire les sommes qui allaient vers ces institutions. Durant 4 ans, Donald Trump n'est jamais venu en Afrique. Joe Biden, lui, il a été vice-président d'Obama pendant 8 ans. Est-ce que pendant ces 8 ans, lui, en tant que vice-président, a déjà visité l'Afrique? Est-ce qu'il connaît l'Afrique? Oui, Biden connaît l'Afrique. Joe Biden a fait une tournée africaine en 2010. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Obama est venu en Afrique. Bon, comme on le connaît dans le système américain, le président et le vice-président ne doivent pas se trouver au même endroit. Donc, Biden ne pouvait pas accompagner Obama dans ses visites. Mais le fait qu'Obama ait visité l'Afrique, le fait que Biden également ait visité l'Afrique, montre un certain intérêt. Mais quand vous regardez les visites, à part les grosses déclarations qui ont été faites, à part le fait que les pays qui ont reçu le président américain étaient fiers d'avoir reçu le président américain, les retombées n'ont pas véritablement été quelque chose d'extraordinaire. Ça, il faut vraiment le dire. Et je crois que c'est là où il faut qu'on fasse attention. La visite a plutôt quelque chose de symbolique. Souvent, quand Obama est venu, il était accompagné plutôt par des opérateurs économiques qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, venaient pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner comme part de marché sur le continent africain, mais pas pour venir mettre de l'argent ou autre chose à la disposition des Africains. Est-ce que Donald Trump a maintenu l'AGOA? Il a maintenu, mais quand on regarde ce qui s'est passé sous Obama, on sentait plus AGOA que sous Trump. Il n'a pas semblé accorder un intérêt à cela. Alors qu'Obama y avait accordé un intérêt, bien que il était rigoureux sur les conditions, mais les pays qui remplissaient les conditions, il n'y avait aucun souci. Et il y a même un travail qui se faisait en termes de formation pour des pays qui n'avaient pas la capacité d'amener des produits aux États-Unis. Les gens bénéficiaient d'un soutien, d'une formation pour pouvoir mettre ces produits à la hauteur pour pouvoir les amener aux États-Unis. Avec Trump, c'est vrai qu'AGOA a continué, comme j'ai dit, c'est des institutions, il ne peut pas venir les enlever tout simplement, mais on n'a pas vu Trump montrer un intérêt particulier par rapport à AGOA. Sur les questions migratoires, quels sont les changements qu'on peut avoir avec Joe Biden? Avec Biden, on peut espérer que, parce que je parlais tout à l'heure de la diaspora africaine, dans son programme, il parle de regroupement familial, par exemple. Ce que Trump avait rendu beaucoup plus compliqué. N'oublions pas que Trump avait commencé à vouloir interdire le territoire américain à certains pays africains. Il y avait la Somalie, le Nigeria, le Soudan. Et Trump était dans cette lancée et il était prêt plutôt à ajouter qu'à diminuer. Je crois qu'avec Biden, certainement, on ne va plus voir une telle chose. Et l'accès aux États-Unis pourrait être facilité. Rappelez-vous que Trump, à un certain moment, même la green card,
il a voulu remettre en cause en disant mais pourquoi on laisse les gens venir comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est des institutions. Ce n'est pas le président qui peut se lever comme ça du jour au lendemain et puis dire ça, on va suspendre ça, on va arrêter. Et heureusement, parce que si c'était le cas, à la fin du mandat de Trump, en termes de relations entre l'Afrique et les États-Unis, il ne risquait pas de rester grand-chose. Donc avec Biden, on peut s'attendre à ce qu'aller aux États-Unis devienne encore plus facile que ce que c'est aujourd'hui avec le président Trump qui ferme les frontières, y compris avec ses pays voisins. Et puis, il se dit que Joe Biden pourrait organiser un sommet des chefs d'État africains comme l'avait fait Obama en 2014. Tout à fait. Il y a un sommet qui est prévu, mais moi, je n'aime pas les sommets. Parce que je trouve que dans les sommets, on se moque de nous. Pourquoi un président américain va rencontrer 50 présidents africains en même temps? Pour moi, un président américain doit rencontrer un président africain. En tant que président d'un État, il rencontre le président d'un État. C'est-à-dire même le fait de rassembler tous nos chefs d'État pour qu'ils viennent rencontrer un seul chef d'État, mais on parle de respect mutuel. Est-ce que ça, on peut le considérer comme du respect mutuel? Ben, si on veut aller dans une coopération d'égal à égal, il faut qu'on revoie ces sommets Afrique, je ne sais pas qui, Afrique, je ne sais pas qui. Parce qu'en fait, on nous met tous ensemble comme si individuellement, on ne représentait absolument rien. Il faut qu'on nous rassemble pour qu'on puisse être un peu plus signifiant pour aller rencontrer un chef d'État. Moi, je crois qu'il faut le revoir. Ça aurait pu être quelque chose de productif si dans ces assemblées, l'Union africaine venait se présenter avec des propositions africaines qu'on défendait devant un État. Alors que le plus souvent, ce n'est pas le cas. C'est l'État qui vient avec ses propositions généralement et après au pays de rentrer chez eux, de remplir les conditions. S'ils veulent rentrer dans AGOA, s'ils veulent rentrer dans telle facilité ou autre, on ne sent pas l'Afrique en tant qu'une entité, en tant qu'un ensemble, s'adresser aux États-Unis pour exiger à la limite un certain nombre de choses. C'est tous les pays qui sont là, chacun veut participer à la photo à la limite pour les présidents à côté du président américain, mais moi je crois que le sommet en tant que sommet, à part l'aspect diplomatique, ce n'est pas ça qui règle effectivement le problème des Africains. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Partons maintenant pour la pause et on revient après pour l'invité.